Les sociétés polygames sont sadiques envers les femmes, tout simplement. Dire à une personne qu'elle te doit tout son être, mais ne mérite qu'une fraction de toi, et encore, elle doit être en compétition constante pour mériter ses miettes, c'est de la cruauté. C'est ça que j'essaie d'expliquer à Steel Wish sur l'horreur de la polygamie. Lui faire semblant d'être satisfaite de sa situation, jusqu'à aller choisir les sous-vêtements de sa épouse, c'est de la perversion horrible. Ah bah, on va voir mon enfance dans une famille polygame. C'est vrai que j'ai jamais regardé cette vidéo, faudrait que je la regarde. Et d'ailleurs, ça parle beaucoup de la dimitude. Bon, on va la faire maintenant. C'est quoi, on va finir là-dessus. Devoir choisir les sous-vêtements de sa coépouse, c'est une forme de violence conjugale. Dans ces familles, la sexualité est omniprésente tout en étant tabou. Tout le monde sait que papa couche avec plusieurs femmes, mais personne ne t'expliquera ce que c'est avoir ses règles ou comment on fait les bébés, car c'est trop la honte. Toujours top Bimasista, n'hésitez pas à vous abonner à elle. Alors, mon enfance dans une famille polygame. Elle est où la vito entière? Ah, elle est là. C'est assez... Salut les bons copains, bienvenue sur ce nouvel... Je vais essayer de l'inviter si quelqu'un a son contact à cette Salut les bons... parce que j'aimerais bien parler avec elle. Parce que j'ai regardé la vidéo. Elle est assez dans le délire de... vous ne pensez pas, c'est pas la religion, c'est pas l'islam. Je veux pas critiquer l'islam, c'est juste pour parler de mon enfance. Et vous voyez, c'est cette demi-mesure qui t'empêche, qui te fait dénoncer une injustice. Elle le voit clairement comme une injustice. Et en même temps, non, mais il faut comprendre. Moi, je suis pas là pour critiquer, je suis pas là pour me faire des ennemis. Genre, je dénonce pas vraiment l'injustice. Continuez, mais moi, je vous dis, j'ai pas aimé. On dit, ouais, ferme ta gueule, nous, on continue. Et c'est ça que j'aime pas. C'est prenez position fermement. Alors, c'est la bonne copine. 9800 abonnés. 200 000 vues, cette vidéo, en 2 mois. J'ai grandi avec 4 belles-mères et 25 demi-frères et sœurs. La réalité de la polygamie. J'ai rencontré ma maman biologique. 120 000 vues. Ah, c'est ouf, une chaîne avec 10 000 abonnés et autant de vues. C'est incroyable. Genre, pourquoi les gens ils s'abonnent pas? Enfin bon. On va regarder. Oh, d'abord, vu que c'est un autre sujet, Shana, est-ce qu'on finit toi d'abord? Ah, c'est pas mal ça pour les collections. Bah oui, donc de faire comme ça, mais avec les autres couleurs. Ah bah parfait, ça ferait une petite... Tu sais, comment ils font là, les galeries collection printemps-été là? Ouais, mais là c'est collection prestige. Là on est sur du prestige avec le satin. Non, là je vais te faire une petite collection printemps enfer, tu vas voir. Bah faites-le, comme ça moi je ferai un post. Une fois que c'est prêt, vous m'envoyez tout et je fais. Je t'ai envoyé MDL. Allez, bah on est parti sur la polygamie. Copains, bienvenue sur ce nouvel épisode de La Bonne Copine. Je suis trop contente d'être avec vous. Aujourd'hui, j'ai envie de... Là, par contre, les codes du Kikulol, là... Waouh. Ah, j'en peux plus. Alors, les filles, aujourd'hui, on va unboxer Incroyable Islam. Vous avez vu ma nouvelle manicure? Ah, t'as reçu Incroyable Coran ou pas encore, Shana? Avec le bruit des bracelets. Ouais, c'est ça. Salut les filles. Ouh. T'as reçu Incroyable Coran ou pas? Non. Non. Mais il faut... t'as pas encore Allah en grand avec sa manucure et tout? Là, cette semaine, je m'en occupe. Cette semaine, il faut que je l'ai et c'est pour un projet personnel. Voilà. Ah bah j'espère. Fais-le lire à ton soumis là. Ouais. À mes 4. Ah oui, putain, j'ai oublié. Ils sont 4. Ils se multiplient tellement vite. Je peux te dire qu'ils sont opérationnels. Hein, voilà. Ah ouais, je veux bien te croire. Hein. Ouais, vous quittez l'islam pour forniquer. Parfois. Alors. Vous parler de mon enfance. Halal. Et j'ai envie de vous parler de la manière surtout dont j'ai grandi dans une famille polygame. Et aussi de vous expliquer pourquoi du coup je suis contre la polygamie. Donc j'ai envie de vous parler un peu de tout ça. C'est quoi la polygamie? Eh bien la polygamie, dans le sens avec lequel j'ai grandi en tout cas, mon père est malien, sénégalais et musulman, et c'est donc sa religion qui lui permet d'avoir en même temps 4 épouses maximum. Et s'il a envie d'épouser une autre femme, alors normalement il est censé devoir divorcer de l'une des 4 épouses qu'il a déjà. Dans cet épisode... C'est vraiment n'importe quoi, mais en plus il peut avoir des esclaves sexuels. Mais c'est n'importe quoi, genre il est censé, genre ça va, seulement 4. Je ne veux pas parler de religion, je ne veux pas parler... Voilà, évidemment.
parler aussi des arguments religieux qui permettent à quelqu'un de pouvoir épouser, de pouvoir avoir 4 épouses en même temps. Parce que ça ne m'intéresse pas, parce que je ne m'y connais pas. Mais moi, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est mon enfance. C'est ce que je voyais quand j'étais petite et c'est ce que je comprenais aussi en grandissant. J'ai envie de vous parler de la polygamie d'un point de vue d'enfant, ayant grandi dans cette dynamique-là, mais d'enfant-fille. Parce que moi, je pense que la polygamie, elle est encore plus violente. La polygamie associée à ma culture malienne et sénégalaise, soit, mais est encore plus violente quand on est une enfant-fille. Chapitre 1, ce que je voyais quand j'étais petite. Moi, je suis née au Congo, à Brazzaville. Et c'est ça qui me gêne un peu. Après, je sais pas si c'est pas ça qu'elle voulait dire. Elle voulait dire non, mais me donnez pas d'arguments religieux sur pourquoi c'est autorisé. C'est que les gens, ils souffrent de la polygamie. Et malgré ça, j'ai l'impression qu'elle essaye de dédouaner la religion. Et c'est ça qui me rend triste. Elle va jamais attaquer le problème à la source. Ça se trouve, j'ai mal compris. Hein. Elle voulait juste dire, me cassez pas les couilles avec la religion. Et elle va critiquer. Mais... Je suis venue en France à l'âge de 5 ans avec ma belle-mère qui est la première femme de mon père et ses enfants qu'elle a eu avec mon père. Les fois où je repartais au Congo-Brazzaville, c'était par exemple pendant les vacances d'été de juin à août. Quand on partait au Congo-Brazzaville, on allait donc dans la maison de la famille et la maison de la famille c'était un immeuble. Donc supposons que l'immeuble ait 8 étages. À chacun des étages, il vivait une femme avec ses enfants. Et mon père à ce moment-là, il avait 4 femmes. Enfin, il avait le maximum quoi. Donc il y a une femme et ses enfants au premier étage, la deuxième femme et ses enfants au deuxième étage, etc., etc. Et au rez-de-chaussée, il y avait un espèce de grand salon où on pouvait se retrouver le soir pour dîner tous ensemble, pour rigoler, pour jouer, etc., etc. Quand on partait au Congo-Brazzaville, du coup de juin à août, on vivait dans la grande maison familiale avec toutes les femmes et tous les enfants de mon père. Et quand les vacances se terminaient, on rentrait en France. Mais vous voyez, chez moi, la polygamie, elle est structurelle, mais elle est aussi tellement culturelle et tellement ancrée dans l'éducation que même quand on revenait en France, eh bien en fait, on vivait toujours très fort les effets de la polygamie. Moi, je suis formellement contre la polygamie et on ne peut rien me dire ou rien me faire qui peut me faire changer d'avis. Mon père a épousé toutes ces femmes et a fait ce choix-là. Fais attention, hein, Style Wish, il va t'embrouiller. De vie, parce qu'il était riche, parce qu'il avait du pouvoir, parce que sa religion lui permettait et parce qu'il en avait envie. Et donc ce choix-là d'imposer la polygamie à des femmes, mais aussi aux enfants. Ouais. Je m'excuse par avance. Voilà. Je m'excuse. Qu'est-ce que t'as fait encore? Voilà. Ah, t'as pas pu résister, tu m'as envoyé. Non mais est-ce que tu vois ce que je vois, putain? Non mais attends, je vais te faire une... Vu que Shana me l'a imposé, je vais vous l'imposer à tous. Non. Non mais vas-y, en plus, non, un peu de respect pour la femme qui parle de polygamie, on fera ça après. Oh bordel, qu'est-ce que... Tu peux supprimer, hein. Moi je... Ah non, jamais de la vie, ça reste pour l'histoire. Ça ira dans mes livres. Non mais on va finir la vidéo de la dame, parce que pas respect pour elle. Pardon. Enfants qui sont venus, qui sont nés de ces différentes unions, vient d'une volonté profondément égoïste, basée, je pense, sur l'ego d'un homme qui peut avoir ce qu'il veut et à qui personne ne dit non. Et je rajouterais même parfois même la perversité. Et vous comprendrez au fur et à mesure de l'épisode pourquoi je suis peut-être aussi dure dans mes mots et que je suis aussi catégorique, mais je suis intimement convaincue que ce choix-là, d'avoir imposé la polygamie et d'avoir élevé des enfants dans une famille polygame, a été la raison pour laquelle j'ai vécu, je pense, les plus gros traumatismes de ma vie. Et ça va être très intéressant et c'est très bien qu'elle soit dure dans ses mots et directe. Il y a un truc qui me gêne quand même, c'est que j'aime pas cette position. C'est comme moi, quand j'ai dit à M6, j'invite tous les musulmans à quitter l'islam, on m'a dit tu es extrémiste. J'ai fait, c'est extrémiste de quitter l'islam? C'est pas extrémiste d'aimer les droits et les libertés, c'est pas extrémiste de pas être musulman. Et en fait, il y a une inversion des valeurs et c'est la même, tu vois. Quand elle dit la polygamie est une horreur, c'est pas des mots durs et extrêmes. C'est des mots normaux. Tu vois, c'est horrible. Tu vois, c'est comme si couper la tête de quelqu'un, c'est horrible. Et on te dit, t'es extrémiste. Bah non, c'est horrible de couper la tête de quelqu'un. Et donc non, moi je trouve ces mots sont pas extrêmes ou durs, ils sont justes, ils sont exacts, au contraire. Ça a aussi changé à jamais, je pense, la destinée de mes 25 demi-frères et sœurs que j'ai. Pour moi, la polygamie fait véritablement 2 victimes. Les femmes qui doivent partager le même mari et qui du coup doivent vivre des violences psychologiques et physiques terribles, mais aussi les enfants qui découlent de ces unions-là, qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent dans une guerre qu'ils n'ont pas choisie. Ils se retrouvent victimes et deviennent même parfois malgré eux coupables dans cette guerre d'ego qui mélange sexualité et pouvoir qu'ils n'ont pas choisi. Ceux qui la défendent, au-delà de l'argument religieux, vont... Ça, c'est un très bon argument. C'est une guerre qui mélange sexualité et pouvoir. Et ça, c'est ce que j'avais lu sur Twitter juste avant. C'est que tu es en compétition cruelle avec quelqu'un qui ne te donne qu'une partie de lui-même, alors que toi, tu lui donnes tout ce que tu es.
Et tu es en compétition constante pour mériter ses miettes. Te dire des choses du style non mais sur Terre il y a plus de femmes que d'hommes, du coup la polygamie permet de réguler un peu le célibat chez les femmes. Ça n'a pas de sens. Peut-être que même si c'est vrai, c'est un argument qui est tellement fragile, mais surtout qui est tellement malhonnête, parce que dans la plupart des mariages polygames que j'ai vus, mais aussi je le vois avec l'expérience de mon père quand il a épousé ses femmes, ça n'a jamais été une femme vieille, ménopausée, dans un coin, perdue, dans je sais... Non, ça a toujours été des femmes plus jeunes, parfois et souvent même mineures, ou qui sortent tout juste de la puberté. C'est jamais cette femme-là abandonnée par la société, ou que sais-je, que certains aiment bien dire, comme si presque la polygamie c'était quelque chose qu'il fallait instaurer pour le bien. Ouais, ça sauve, c'est un service rendu pour ces pauvres petites victimes mineures qui n'ont pas de bite pour les protéger, voilà. Heureusement que j'ai dit à mes 4 gars de s'occuper. Je veux pas qu'ils soient pervertis par ce que tu dis, Babel. Ouais, je te jure. Mais c'est ça, c'est une immondice. En plus, voilà, ça permet à des pédocriminels d'être en sécurité. Ça permet à des esclavagistes d'être en sécurité. Moi, j'arrête pas de le dire, hein. Polygamie et mariage des enfants, la principale objectif, c'est pas l'esclavage sexuel, c'est l'esclavage domestique. Ça veut pas dire que c'est pas une horreur, hein. L'esclavage sexuel est inclus dans la polygamie et dans le mariage des enfants, et c'est une horreur absolue. Mais la principale finalité, c'est que ce pervers abuse du temps de travail et de la main-d'œuvre gratuite d'une personne qui est sous son emprise totale parce qu'elle a aucune autonomie. Et donc, elle va lui laver ses slips, lui faire à bouffer, faire le ménage, lui permettre de défouler ses frustrations. Tu vois, c'est vraiment un esclavage domestique pur et ignoble. Bien commun. Donc je trouve que c'est un argument qui est fragile et qui est malhonnête. Pour moi, la polygamie, c'est vraiment la concentration de juste la perversité d'hommes qui se sentent tout permis dans la vie et qui, en fait, pour nourrir un espèce d'ego et pour nourrir une espèce de perversité. Et pour... En vrai, cette femme, elle est formidable. Je vais essayer de la contacter. Si quelqu'un a son contact, vous pouvez me l'envoyer par email, s'il vous plaît. J'aimerais bien l'interviewer, s'il vous plaît. Nourrir, je pense aussi quelque chose de fragile et de cassé en eux, vont vouloir, à travers le fait de pouvoir avoir différentes femmes, avoir un peu un espèce d'harem, dans lequel, tous les jours, ils peuvent changer de femme avec qui lundi je couche avec elle, mardi je couche avec elle, et aussi ils auront C'est ça, et c'est exactement ça. Et encore une fois, c'est une aliénation. On retourne le truc. On te dit, non mais tu peux avoir plusieurs femmes, mais il faut être égal avec elles. Par exemple, il faut passer une nuit avec chacune. Oui, mais c'est l'inverse. C'est le mec, il a un harem où il choisit avec qui il veut baiser. Mais c'est l'inverse, c'est pas bien, c'est pas un avantage pour les femmes que tu passes une nuit avec chacune. C'est au contraire pour dire aux femmes, ferme ta gueule si je baise avec l'autre, parce que je lui dois ça. Il retourne le truc, alors que la femme, elle va dire, non mais j'ai pas envie que tu baises avec une autre. Non mais je vais faire l'avocat du diable, je suis désolée. Je peux ? Vas-y. Ouais, parce que t'as 4 mecs, toi. C'est ça. Donc je me mets à la place du mec. Bah, sur les 4 femmes, imagine, il y en a une qui a ses règles, l'autre qui va les avoir dans 2 jours, l'autre qui va les avoir dans 1 semaine, l'autre qui va les... Donc elle a de quoi... Tu vois ? Bah, non mais tu sais, premier degré, on rigole. Mais c'est écrit dans Incroyable C'est ça Coran. l'avantage d'avoir 4 hommes. Au moins, non mais c'est ça la raison pour 4 femmes. Et je l'ai écrit dans Incroyable Coran. En fait, c'est une tradition juive où les prêtres, eh ben, ils pouvaient pas baiser avec une femme réglée. Et du coup, comme il y avait 4 semaines par mois, ils avaient 4 femmes. Oui. Et moi, j'ai dit, mais c'est complètement con, il y a 52 semaines dans un an, pourquoi ils n'ont pas 52 femmes? Tu vois? Mais c'était ça, c'était littéralement ça. C'était pour les règles des femmes. Et l'islam a récupéré cette règle juive. Et ils l'ont dit dans la sunna. Shu'ba Bno quelque chose là, il a dit quoi? Quand t'as une seule femme, quand elle a ses règles, tu les as toi aussi. Quand elle est malade, toi aussi tu es malade. Et c'est pour ça qu'il s'appelle le niqueur des femmes. Il a eu plus que 70 femmes dans son parcours de baise. Et il faisait quoi? Il rassemblait 4 femmes, il les ken, il se mariait avec elles, et après, il divorçait avec elles, les 4 en même temps, il ramenait les remplaçantes. Et d'ailleurs, dans son livre Péché et guérison, il y a son CV à ce mec. Pratique. Je crois même dans Péché et guérison, je crois que c'est ça qui est marqué. Je suis plus sûr, hein, mais je crois que c'est... Il a eu plus de femmes que le prophète lui-même. Je crois que c'est ça qui est marqué. Oui, c'était écrit. J'ai fait une vidéo sur lui pendant un live. Et justement, il a failli se faire lapider. Parce que c'était grâce à lui qu'on a fait, qu'ils n'ont pas appliqué les 4 témoins. Parce qu'il a eu, il a ken une femme et
des compagnons ont envoyé des gamins à partir à regarder à travers des fenêtres pour voir si la banane est dans la salade. Il y avait 3 témoins et le 4e témoin a entendu les hurlements, pas les hurlements, mais je sais pas comment, les gémissements de la femme. Mais par contre, il est parti et quand il a témoigné, il a dit non, je n'ai pas vu la banane dans la salade. Et Omar ibn al-Khattab, qui était le gouverneur d'Al-Basra, il a dit Allahu Akbar, je vais pas le lapider. Parce qu'il manquait un témoignage qui n'a pas vu la banane dans la salade, un témoignage sur 4 qui a déjà eu de la part des compagnons. C'est une histoire très connue hein, de ce mec-là. Allez, la suite. Du coup, ils ont plein d'enfants qui découlent de ce mini-harem et qui deviennent du coup un peu les mini-soldats de leur mini-royaume égocentrique. Voilà ce que moi je pense, ce que c'est que la polygamie en réalité. Là, on arrive... En réalité, et là j'ai j'aimerais une question. compléter, c'est pas ce qu'elle pense, c'est un constat des faits. C'est pas une opinion qu'elle est en train d'exprimer, elle est en train d'exprimer un constat matériel de comment sont les choses. Vas-y. Parce que justement, elle a vécu les choses de l'intérieur. Elle a vu il me semble, ses grands-mères, sa mère sûrement. Il y a aussi et ça c'est ma question, parce que je n'ai pas poussé le truc plus loin. Est-ce que c'est les femmes, donc un homme qui prend 4 femmes, est-ce que c'est chacune chez elle ou elles vivent ensemble? Ça dépend de la pratique. Elles peuvent avoir chacune leurs appartements, mais en général, dans ce genre de truc, c'est un étage par femme. Tu sais, les maisons africaines et les maisons au Moyen-Orient, c'est souvent des maisons où on rajoute des étages au fur et à mesure que la famille s'agrandit. En général, ils séparent étage par femme. Et parfois, quand tu as les 2 dernières, elles sont ensemble parce qu'elles sont jeunes, elles sont connes. Parce qu'en fait, il y a un phénomène qui existe. Pour celles qui ont des sœurs, hein, je pense que vous savez, la maman et des sœurs, il y a la synchronisation des cycles menstruels entre femmes, quand on vit ensemble. Ça, faut le savoir. Et c'est vrai. Et ça, c'est vrai. C'est pour ça que je demande, parce que du coup, si le mec, il a ces 4 femmes, elles ont toutes les 4 en même temps leur menstru, non, mais ça se règle en ayant une 5e femme. Oui, dérégler le truc, ouais, j'avoue. Non, mais je sais pas, c'est vrai, hein. Ouais. Voilà. Dans la partie qui s'appelle Ta mère, et je vais vous raconter du coup tout ce que vivaient les femmes chez moi. Quand j'étais petite, ma belle-mère, qui est donc la première épouse sur 4 de mon père, nous avait raconté que mon père, quand il l'avait épousée, il lui avait juré qu'il n'épouserait que elle comme femme et qu'il n'aura jamais d'autres femmes. Et un bon jour, mon père est parti en voyage d'affaires, et quand il est revenu au bout de 2-3 semaines, il est revenu avec une autre femme. Et je me souviens... Il allait à la pêche. Oups, regardez ce que j'ai trouvé. Que ça m'avait traumatisée, cette anecdote-là, quand j'étais petite, parce que je trouve que cela représente parfaitement la manière brusque dont la polygamie arrive dans les familles. Très généralement, très souvent, c'est jamais quelque chose qui est discuté au préalable. Et en fait, c'est là où, pour moi, c'est très violent. C'est que peu nombreuses sont les femmes qui peuvent vous dire qu'elles savaient qu'elles allaient devoir vivre dans un foyer polygame. Et ça m'avait beaucoup marqué. Quand tu grandis dans une famille polygame et que tu es un enfant, eh bien, tu vois ta mère pleurer tous les jours, parce que ta maman, avant d'être ta maman, elle est une femme. Et une femme qui doit accepter que sur une semaine de 7 jours, son mari dorme avec elle pendant 2 jours, et qu'en fait, tout le reste de la semaine, il dort, il couche, il embrasse avec toutes ses autres épouses. Quand tu es un enfant... Donc, elle a vu sa mère pleurer tous les jours. Et c'est ça le truc, c'est que vous dites, très souvent, les musulmans disent, et même Stilwish m'a dit, il doit être juste avec toutes ses épouses, il doit leur donner du temps égal, équitable. Une nuit à chaque femme. Oui, mais ça veut dire que pour les 3 autres femmes, pendant une nuit, pendant 3 nuits, t'es pas avec lui. C'est pas du tout équitable. Elle va pleurer, elle va être triste, parce que c'est une femme, exactement comme elle le dit, elle. Elle se sent en fait en otage d'une situation dont elle peut pas fuir, tu vois. Parce qu'une femme libre, son mec il va ailleurs, elle s'en va elle aussi. Ouais, c'est équitable, toutes les femmes pleurent pareil. Donc, c'est vraiment une prise d'otage dans une, dans une situation de cocu. Comment on dit pour les femmes? C'est cocu aussi? Où elles peuvent même pas s'émanciper, elles ont pas l'argent pour se parer. Je sais pas comment on dit. C'est une sorte de cage en or. C'est même pas en or, c'est une cage de merde. C'est une cage de merde. Plaqué or. Ouais, c'est plaqué or. C'est même pas une cage en or, c'est même pas il y a du confort, il y a du luxe, il y a... Non, t'es
Quand tu pleures tous les jours, quand t'es détruite tous les jours, quand t'es inférieur et quand tu peux pas partir. Une cage en or, tu peux partir en fait. Issue d'une famille polygame, tu vois ta mère aussi, dès le moment où elle doit passer le pas de la porte, sortir de la maison, de l'appartement, revêtir ses plus beaux bijoux, ses plus beaux habits, ses plus beaux parfums, parce que elle va te dire qu'elle doit séduire son mari. La réalité, c'est que oui, elle doit séduire son mari, mais elle doit surtout faire de la concurrence aux autres femmes. Elle doit montrer aux autres femmes qu'elle est toujours au top de ce qu'elle peut être, qu'elle soit malade, qu'elle vienne d'accoucher. Ouais, c'est ça. Il y a ce truc des apparences. Et il y a Attika qui demande, j'ai jamais compris les femmes qui sont pour. Mais c'est ça que vous comprenez pas. Les gens ne sont pas pour. Ce sont des otages. Je vais vous dire, moi j'ai bossé dans l'humanitaire en France. Et avec la Croix-Rouge, on avait un truc où, dans la ville où j'étais, n'importe qui pouvait venir à nos bureaux, prendre une douche, un repas et dormir sur place. Voilà. Et ensuite, on les aide à avoir une situation. Et bien, personne venait. Il n'y a aucun SDF qui venait. Et je me suis demandé pourquoi. Et je commence à chercher, on commence à... Et en fait, j'ai compris. Les SDF ne savent pas qu'ils sont SDF et qu'ils ont le droit à ça. 30% des gens qui sont sous le seuil de pauvreté en France ne savent pas qu'ils sont sous le seuil de pauvreté. Et n'arrivent pas à envisager qu'on puisse les aider, que des aides existent et que c'est acceptable. Il y a aussi un peu d'orgueil dedans. Et en fait, ces femmes qui sont pour la polygamie, elles sont pas pour. Elles comprennent même pas qu'il y a un autre monde que la polygamie. Elles sont déjà prises en otage parce qu'elles pleurent tous les jours, elles ont le cœur brisé, donc elles sont pas stables émotionnellement. Elles sont coquettes en permanence, comme dirait Wouf Wouf. Elles sont tout le temps stressées parce qu'elles doivent sortir hyper habillées, parce que dans la rue, les gens, ils la jugent. Ils jugent son foyer sur à quoi elle ressemble dehors. Vous voyez, elles sont tout le temps en otage. Elles n'ont pas le temps, elles sont tout le temps sollicitées par des trucs absurdes. Elles n'ont pas le temps de réfléchir à leurs droits et leur dignité. Et c'est pour ça que le voile intégral... On te met en prison, on te punit, on te fouette si t'es pas voilé en Iran. Parce que quand tu sors et que tu dis est-ce que je suis bien voilé, bah tu réfléchis pas à pourquoi ils ont battu un mec dans la rue devant moi. Pourquoi ma copine elle est revenue, elle s'est pris un doigt dans le cul en prison. Parce que tu penses à autre chose qui te terrorise. Pardon chérie. Non, t'as un argument qui revient souvent, c'est celui du... Non mais tu vas avoir quelques jours tranquilles, quelques jours pour toi. D'ailleurs, Sami Chaouch, il y avait une vidéo, je sais pas si tu l'as vu passer, où il dit ouais, mais regarde l'avantage, c'est-à-dire que tu peux avoir les cheveux à l'air, genre ton pyjama dégueulasse, tu peux vraiment, hein, c'est ça l'argument. Ouais, mais tout ce qui est ignoble, ils vont le tourner comme service rendu à la femme, tu vois, qui est ingrate. Genre, c'est des moments à toi où tu peux prendre soin de toi. Mais non, j'ai pas besoin de ça. Autant être célibataire et libre. Et je veux pas ce compromis-là. C'est juste pour être mariée. Pour avoir ce statut-là, pour être validée, que ce soit dans la société ou dans ma famille. Que sais-je de terrible qu'elle puisse vivre, elle doit toujours, à partir du moment où elle peut être amenée à être en contact avec les autres épouses du mari, de mon père, elles doivent toujours être parfaites. Et ça, c'est très violent. Et ça renvoie un message aux femmes qui est presque, elles ne sont plus humains, elles deviennent des objets, elles deviennent des robots. Tu vois aussi ta mère pleurer et maigrir parce que finalement, au lieu d'être venue dormir chez vous, ton père a dû ou a décidé qu'il allait dormir plutôt chez la deuxième femme, ou plutôt chez la première femme, au lieu de la troisième à qui il avait promis qu'il dormirait. Mais tu vois, t'es toujours en situation d'otage émotionnel. D'otage sentimental, tu vois. Tu es attaché à cette personne qui te donne des miettes. Et en fait, il n'y a pas de sortie, parce que s'il vient chez toi, il y a l'autre qui va pleurer aussi. Tu sais, en fait, tu es dans une situation qui ne peut pas bien finir, de toute façon. Ce soir-là de la semaine. Donc c'est très très violent. Grandir dans une famille polygame en tant qu'enfant, c'est aussi voir sa mère frôler la folie, s'arracher les cheveux. Parce que ton père a décidé qu'il allait épouser une autre femme. Et cette fois-ci, on va pas juste te demander d'accepter ce mariage-là, parce que dans tous les cas, tu n'as pas le choix, non. On va te demander de préparer la chambre des nouveaux mariés. Donc on va te donner de l'argent. On va te demander d'acheter les draps et de faire les lits sur lesquels les nouveaux mariés vont consommer, donc coucher le soir quand ils vont coucher ensemble et tout machin, etc. On te demande d'acheter les draps. On te demande aussi d'acheter les sous-vêtements que cette femme va porter pour séduire ton mari, pour séduire votre mari. Est-ce qu'on se rend compte de la violence psychologique et physique de ça? C'est tellement... Non, mais t'imagines la dinguerie, t'es là, t'es en train de faire les draps, de mettre les capotes et la vaseline pour que ton mari baise la petite nouvelle jeunette de 14 ans. Il l'avait. Genre, la dinguerie du truc, quoi.
tellement violent, et c'est tellement méchant, et c'est tellement indigne, je ne sais même pas comment qualifier ça. Et parce qu'on te demande de faire ça en plus avec le sourire, avec la joie, parce que vous voyez, c'est ça qui est assez fou dans un mariage polygame, c'est que vous êtes plusieurs femmes pour un seul même mari, mais en fait, vous devez vous considérer comme une seule et même femme. Donc tu dois acheter les sous-vêtements les plus sexy et frotter le sol et arranger la chambre de cette nouvelle femme comme si c'était toi qui allais consommer ce mariage-là le soir venu, parce que finalement, en fait, vous avez tous un même rôle, c'est la satisfaction du mari. Et c'est hyper violent. Et comme la source de la polygamie, eh bien, c'est la religion, donc la volonté de Dieu, c'est là où je trouve que c'est un... Ah, donc elle n'est pas si lâche que ça, elle en parle. Donc oui, je me suis trompé. Donc au début, quand elle dit ne me parlez pas de religion, c'est vraiment fermez vos gueules, c'est moi qui ai raison. Non, c'est un bonhomme cette nana. Franchement, allez, F pour respect. J'ai pas une chanson du respect là? Et voilà, on est de retour. Vous êtes là pour la suite? Oui. J'avais envie de... En fait, avant que tu... je vais pas changer de sujet, hein. Je vais revenir Tu sur vas le me voile raconter après, un hein. rêve, hein? Non, je vais te faire un exercice. Ok. Bah, la vidéo elle est longue, hein. On a encore 40 minutes devant nous, donc je vais faire que ça pour la soirée et je vais m'arrêter. Donc, Ah, quand même, ok. si ton exercice est long, c'est mieux de le faire demain soir. Demain soir, je relive. Non, il est super court. Allez, fais ton exercice. Ça rejoint. Vas-y. Je couperai. En fait, t'as un truc qui est... t'as le verset 24 de... Non, le verset 31 de la sourate An-Nur, sourate 24, qui parle de voile. Et il dit quoi? En fait, il donne la liste des hommes. En fait, cette liste-là, devant laquelle la femme ne doit pas être voilée. C'est-à-dire, elle doit montrer sa beauté. Et dans cette liste-là, tu trouves le mari, le père du mari, les fils des beaux-fils, les frères, les neveux et les femmes, etc. C'est-à-dire, une femme peut montrer sa awra devant une autre femme. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que tu vas trouver qu'une femme peut ne pas mettre son voile devant son esclave. Elle peut avoir son esclave, c'est-à-dire un homme viril comme Shana, peut ne pas mettre le voile devant son esclave. Mais ce qui est curieux, c'est que je vais ouvrir la caméra et je vais te demander de lire une phrase. Parce que Allah parle aussi de ce type d'homme. Alors, hop. Je vais juste... En fait, là, je suis devant... en fait, Tafsir at-Tabari de ce verset-là. Et je te demande de lire juste cette phrase-là et la traduire. C'est une autre catégorie d'hommes. C'est une catégorie d'hommes. Alladhi... Ouais, c'est bon, j'ai compris. Alladhi la yaqum zubbu. Oh putain. C'est écrit comme ça. Ah, dans Et là, il n'y a pas d'euphémisme là. Ouais. Attendez, on va Ça, c'est le traduire. verset On va du traduire. Coran. Donc c'est le verset des hommes, des catégories d'hommes devant lesquels t'as pas besoin de te voiler. Voilà. Donc celui, alladhi, la yaqum, qui ne se lève pas, zubbu. Vous savez ce que c'est zubbu? Le fameux zboub que j'évoque très souvent. Zboub al-din, oui. Zboub al-iman. Zboub al-nour. Zboub al-alam. Celui dont le zboub ne se lève pas. Donc si tu arrives à prouver que ton zboub ne se lève pas, les femmes n'ont pas besoin de se voiler devant toi. Bon, moi j'ai pas ce Et problème c'est avec écrit, les 4 ans. c'est écrit. C'est parce que Allah les Ouais, a mais la raffermis. question, comment tu peux le prouver? Et il y avait un mot qui est très important. Elle va c'est- m'appeler, elle va me dire, mais t'es une... Al-Mukhnath. Et le mukhanat, c'est l'efféminé. Ah, franchement, les savants de l'islam. Bah, sont bien. on a un hadith qui explique ce verset. Où un jour, et ce verset était là, pourquoi il parle du Mukhannaf? C'est parce que Mohammed, il avait un Mukhannaf, un efféminé qui parlait à ses femmes. Et Aïcha, il rentrait, il sortait de chez lui. Et il disait, oui, c'est un Mukhannaf qui est attiré par les hommes. Il n'y a donc aucun risque pour tes épouses au prophète. Et un jour, Mohammed, il va à la pêche aux esclaves et ramène une esclave qui était réputée être la fille la plus belle du désert d'Arabie. Et là, le Mukhannaf, il la voit et il dit, cette femme,
Elle te montre 2 plissures quand elle vient et 4 quand elle part. Et en gros, c'était une expression arabe pour dire elle est tellement bonne à poil, quoi. On voit les plissures de son bide parce qu'elle est un peu, tu sais, elle est un peu enrobée et du coup, on voit le. Genre, c'est pour dire elle est trop chaude, quoi. Elle est trop bonne. Elle a un cul comme ça. Et Mohamed, il entend ça, il fait comment un homme qui parle comme ça peut-il ne pas être attiré par les femmes, qu'il ne rentre plus jamais chez moi, hein? Oui, oui, oui. Et c'est dans le tafsir aussi de ces versets-là. Et ben quand j'y arriverai dans Incroyable Coran, je te ferai signe, tu pourras dédicacer. Ok, ça marche. T'auras ta part de zboob. Ouais. Félicitations. Ah non, 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 non. Le tampon du zboob. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais écrire à ta mère, toi. Maman, Encore plus il m'a pervers. et encore- dévergondé. Je te jure. Tu peux y aller. Alors, donc on avait dit, elle parlait de la religion. Finalement, en fait, vous avez tous un même rôle, c'est la satisfaction du mari. Et c'est hyper violent. Et comme la source de la polygamie, eh bien, c'est la religion, donc la volonté de Dieu, c'est là où je trouve que c'est encore plus pervers et encore plus tordu. Parce que si Dieu a permis, en fait, que ton mari puisse avoir 4 femmes en même temps, alors toi, même si t'es fâché, même si t'es en colère, même si t'es triste, même si ça te dégoûte, tu dois tout accepter. Parce que c'est presque comme si, accepter la polygamie, c'est accepter la volonté divine et ça te rend encore plus pieuse, encore. Voilà, c'est ça. Tu acceptes cette situation d'otage parce que c'est la volonté d'Allah et ça te rend plus pieuse. Alors qu'Allah, il est pas là. C'est pas Allah qui baise tes co-épouses. On t'en sait rien. Ok. Par contre, là, t'es petit encore. Hein. Comment ça, je suis petit? Ah oui, merde. Merci. Ah, c'est peut-être c'est moi qui... Ah, ok. Non, j'avais mis en grand. Ouais, t'as laissé Agno grand. Maintenant, t'es agno-petit. Plus religieuse, encore plus, je sais pas, je trouve ça trop dégueulasse et trop bizarre et trop méchant et trop vicieux et trop tordu. Cet exemple-là que je viens de vous donner de préparer la chambre, je trouve que c'est quelque chose qui est violent pour les femmes qui doivent faire ça, qui doivent préparer, à qui on demande de ne plus être humaine, d'être des robots et d'être là et de préparer les draps pour le mari et sa nouvelle femme, mais c'est aussi tellement violent pour la nouvelle épouse qui est très souvent mineure, qui est jeune, qui est intimidée et qui a peur et qui voit sa sexualité, son intimité déballée comme ça au regard d'une famille qu'elle ne connaît pas. Je trouve que c'est tellement bizarre. Non, mais en plus, c'est pas juste la coépouse 2 ou la coépouse 3 prépare le lit dans lequel tu vas baiser, la lingerie que tu vas porter et tout. C'est que ça va se passer quand t'as 14 ans, 15 ans. Genre la violence du truc avec un vieux crouton de 30, 40 ans qui vient de t'acheter pendant un voyage d'affaires à tes parents. Et t'es condamné à ça. Et t'arrives dans une maison, il y a déjà 10 gosses, 3 femmes, elles sont toutes en compétition avec toi. Bizarre que en fait j'en ai des frissons même rien que d'y penser quoi. Et un autre truc que je tiens à préciser, c'est aussi que vous voyez, je vous l'ai dit avant, mais on vivait tous dans la même maison, toutes les femmes, tous les enfants, les femmes de ménage, les cuisinières, etc. Tout le monde vivait dans la même maison. Je trouve que ça rend la chose encore plus violente parce que du coup tout le monde est témoin du comportement, de l'attention ou de l'inattention que mon père a envers chacune de ses femmes. Et moi, avec mes yeux d'enfant à cette époque-là, je voyais bien quelles étaient les femmes qui se démarquaient. Il suffisait de voir parfois l'assurance avec laquelle certaines femmes traversaient le hall de l'immeuble pour savoir qu'elles étaient en ce moment dans les bonnes grâces de mon père. Il suffisait aussi juste parfois de tendre l'oreille et d'écouter les conversations des adultes pour savoir qui était la favorite du moment. Par exemple, tout le monde savait que la 3e femme de mon père, c'était la femme considérée comme la plus belle. Tout le monde savait que la 4e femme de mon père, c'est celle qui était le plus dans la religion. Tout le monde savait aussi que la première épouse, vu qu'elle est l'officielle, un peu bizarre, tout le monde a un peu peur d'elle, tout le monde savait que c'était celle à qui il ne fallait pas chercher d'époux. Genre tu peux avoir des problèmes avec tout le monde dans cette maison, mais il ne faut pas avoir des problèmes avec la première épouse. Et tout le monde savait aussi, et c'est là où je pense que par exemple c'est le plus humiliant, tout le monde disait que la 2e épouse de mon père était celle qu'il aimait le moins. Mais en même temps, de toutes ces femmes, on disait aussi que c'est cette femme-là qui aime le plus mon père. C'est trop bizarre, c'est trop humiliant. Il n'y a aucune intimité, il n'y a aucune limite, et en fait, tout est sujet à tout le monde. Tu n'as plus ton intimité, tu peux même pas avoir tes problèmes. Ouais, c'est ça devient des ragots permanents. Vous êtes dans Plus belle la vie, mais à l'échelle d'une polygamie avec 40 personnes dans la maison. Et où tu as des jeux de pouvoir permanents autour d'un pacha qui en joue, en fait, qui s'en amuse même. Et où cette humiliation permanente, cette dégradation permanente devient partie du game, quoi. Genre, faut faire avec, concilier avec. Concilier que ta sexualité soit jugée, que ta performance soit jugée, que le fait à quel point tu sois apprécié soit jugé. Problèmes de couple en secret, en cachet, tout le monde sait tout ce qui se passe. Je ne préfère même pas penser à la question de la santé sexuelle. Comment ça se passe si quelqu'un a une infection, si quelqu'un a une maladie? Est-ce que tu toques à chaque étage pour prévenir que j'ai la touche qui me gratte un peu, ou j'ai des pertes d'une... C'est trop bizarre. Mais la meuf, elle est incroyable, hein. Franchement, faut que je l'invite.
Mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. J'ai la tâche qui me gratte, ou j'ai un truc, ou j'ai des champis. Bah, le mec, il fait le tour des femmes, il en fait une par nuit. Évidemment qu'il faut que tout le monde soit au courant. Tu vois, c'est malaisant, en fait. Et je ne veux même pas me poser la question, mais si jamais quelqu'un regarde cet épisode et connaît la réponse à ça, et bah, j'aimerais beaucoup savoir comment est-ce qu'on gère la santé sexuelle dans un mariage polygame. Et moi, je trouve, peut-être que certains vont me trouver dur, mais la dynamique polygame dans laquelle j'ai grandi, et bah, pour moi, bah, ça instaure et ça nourrit et ça consolide un climat incestueux. Et je pèse mes mots. Parce qu'il est aussi coutume dans ma famille d'épouser les cousins. Donc, pas le cousin germain dit « Ah non, 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 ton cousin, le fils de ton oncle, le fils de ta tante, avec qui t'as grandi, qui vous étiez tout petit, vous avez vécu dans la même maison et puis tout le monde trouve ça normal qu'un bon jour tu te réveilles et puis en fait vous vous mariez. Et Vas-y, voilà. Et en plus, t'as l'inceste entre cousins. Tout ça, c'est l'islam qui défend tout ça. je trouve que en fait, quand t'es dans une maison et que genre ton père passe d'étage en étage, de femme en femme, et qu'en fait, il y a 2 femmes, 3 femmes qui sont enceintes en même temps, etc. Du coup, tout le monde comprend que les rapports sexuels entre les différentes femmes sont très rapprochés. Mais en plus de ça, tout le monde est au courant de la sexualité de tout le monde. Mais en plus de ça, tu épouses ton cousin avec qui tu as grandi. Pour moi, en fait, c'est tellement un cadre incestueux que bah, ça favorise en fait les violences sexuelles. Et Bah oui, parce que tu vas épouser le cousin qui a grandi dans la même maison que toi. Ça favorise l'inceste et ça favorise les violences sexuelles. Parce que les gens avec qui tu as grandi dans cette maison de 40 personnes, eh ben, il y a une proximité aussi sexuelle. Voilà, il y a une proximité qui fait que tu as une impunité. Il y a les attouchements, c'est sûr. Et d'ailleurs, j'ai vu le témoignage sur ma chaîne d'une nana qui s'appelait Mimi. M-Y-M-Y. Je vais voir si je l'ai encore là. Attendez, je vais vous donner le titre exact. Je crois que j'étais là, non? Oui, t'étais là. Oui, oui. Elle quitte l'islam et subit le rejet de sa famille. Le témoignage bouleversant de Mimi. C'était le fin février 2025 et il y avait Shana dans le témoignage. Et elle aussi, elle a vécu la polygamie, elle a vécu les attouchements sexuels de son oncle et sa mère a essayé de la marier à cet oncle parce qu'elle la touchait. Et ça, je la vois trop dire exactement le même témoignage. C'est que en plus, on te dit « Attends, ton oncle te touche, t'inquiète, on va te marier à lui. » Mais c'est pas ça, c'est pas comme ça que tu protèges l'enfant. Et là, je parle de la communauté musulmane, mais ce genre de choses se passe plus dans les pays, on va dire l'Afrique noire, que, par exemple, je donne un exemple, je ne dis pas que ça n'existe pas, ça doit exister, Agnosib, tu peux me confirmer ou pas, enfin, ce que je vais dire. Par exemple, au Maroc, c'est quelque chose qui est justement contrôlé. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de valorisé. Enfin, ce n'est plus valorisé et ce n'est plus quelque chose qui... C'est-à-dire, là, tu vas pas me parler de polygamie au Maroc, en tout cas. C'est ça que je veux dire. Mais c'est une femme noire, très belle, au passage. Et en fait, j'ai l'impression, plus chez eux, où justement c'est quelque chose qui revient assez souvent comme problématique, la polygamie. Bah, tu vois, tout le problème est là. La polygamie n'est pas criminalisée, l'inceste n'est pas criminalisé, la pédocriminalité n'est pas criminalisée, et les violences sexuelles ne sont pas ou peu criminalisées. Genre, comment tu peux arriver à une société saine? En fait, si on parle du Maroc, les relations pédocriminelles sont criminalisées. La polygamie n'est pas criminalisée, mais grâce à la nouvelle Moudawana de 2024, ils ont mis 20 ans à mettre un code de loi de famille. Parce que le dernier, c'était 2004. 2024 est venu mettre l'obligation de l'acceptation de la première femme pour avoir une deuxième. Oui, je l'ai lu, le code de la famille marocain, je l'ai lu avant-hier. Oui, effectivement, ils ont rajouté une règle que les femmes doivent accepter les coépouses. Oui. Mais quand tu es sous emprise, de toute façon, tu acceptes, tu vois. En fait, la règle, elle ne protège que les femmes qui ont suffisamment d'autonomie et de force pour refuser. Mais c'est pas les femmes fortes qu'on doit protéger, c'est les victimes. C'est les femmes qui ne peuvent pas refuser qu'on doit protéger. Une femme consentante, peut-être qu'elle est sous emprise, peut-être pas.
Parce qu'il y a des femmes aussi qui veulent juste avoir de l'argent et son consentant lui dit fais ce que tu veux. Si tu veux ramener une autre femme, vas-y. Il y a en fait dans ma famille, il y a un seul cas de polygamie et les femmes sont en fait considèrent que l'homme il va faire par exemple ce qu'il veut, mais même lui n'a pas d'autorité sur elle. Et ça, je parle du cas que je connais. Après, quand on parle de code de famille marocain, quand on parle d'un point de vue politique, en fait, ils essayent d'enlever ça progressivement. Parce que vu qu'ils se trouvent avec une société qui est majoritairement musulmane, bah, vu que c'est inscrit dans la loi, ils essaient un peu d'enlever ça progressivement. Et c'est ça que... On est C'est justement d'après ce avec que la je puis nouvelle comprendre. génération qui n'est absolument pas comment la Gen Z ou les Oui. millennials, ou je sais pas comment on dit. Et ben justement ces deux générations là en fait c'est des pratiques qu'ils ne veulent plus en fait. Donc c'est pour ça qu'ils revoient la Moudawana, c'est ça qu'on dit? Bah, en fait, le code de famille qui est voté par plusieurs personnes, plusieurs députés, même le roi d'eau a donné l'approbation, etc., etc. En fait, tu vois une bataille entre ceux qui veulent mettre la laïcité et une bataille entre aussi l'autorité religieuse. Il y a certaines Oui, la lois gauche qui contre ont enfin, réussi. En ouais. fait, ouais, Ouais, c'est un peu comme ça en France. ils sont contre l'un contre l'autre. Et parmi les lois qui m'ont choqué, moi, qui ont adopté dernièrement, c'est la loi de celui qui a, par exemple, qui légitime le fait d'avoir un fils qui n'est pas le sien et qu'il va lui être attribué grâce ou à cause d'un hadith du prophète. C'est-à-dire, al-waladu lil-firash, le fils appartient au lit conjugal et pour celui qui a forniqué, les cailloux. Ça, c'est une loi qui était adoptée dans la Moudawana marocaine. Et pour ceux qui voulaient contredire ou contre-argumenter, ils voulaient dire, bah non, en fait, c'est pas mon enfant. Je dois utiliser ce qu'on appelle l'ADN. Mais c'est pas passé. Et du coup, ils ont utilisé le hadith pour appliquer une loi. Si par exemple tu laisses ta femme au Maroc pendant 1 an et que tu vas travailler ailleurs et que quand tu reviens, bah elle a un enfant, l'enfant, juridiquement parlant, c'est le tien. Tu peux pas faire un test d'ADN pour le confirmer alors que tu étais absent. Oui, c'est islamophobe. L'ADN est islamophobe. Vas-y, à chaque fois, ça avance. Tous Non, des non, là fous. c'est n'importe quoi. Maroc, c'est encore la préhistoire. Hein. Mm. Sorry, les gars. Qu'Allah le bénisse. Qu'Allah le bénisse. Non, 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 en fait, ça change, Ali Babal, surtout avec la Coupe du Monde là, qui va arriver en 2030. Yes, Oui, la en fait, Coupe du non. Monde contre la polygamie. Et franchement, il y a un ministre de justice, je sais plus comment il s'appelle, et qui a vraiment, et ça je le dis et je confirme parce que je le connais. En fait, c'est un gars qui fait évoluer les mentalités et les lois qui sont issues de la religion. Il veut les faire évoluer vers des lois qui sont de constitutionnelles ou démocratiques. Et justement, il dit, si vous voulez avoir comment dire, une Coupe du Monde au Maroc, faut arrêter de parler de fornication. Faut arrêter de parler de tout ce qui est religieux parce que vous allez accueillir des gens qui sont non musulmans. Il faudra qu'on s'ouvre au monde et il fait des discours comme ça, même pour par exemple les hôtels au Maroc. Si tu es marocain et que tu veux par exemple avoir une chambre d'hôtel avec une française ou une occidentale, bah en fait l'hôtel te demande un acte de mariage. Surtout si tu es marocain, on parle pas des touristes. Bah en fait, cette loi-là, bah en fait, existe existe au Maroc, sauf que lui, il dit, bah non, en fait, l'hôtel n'a aucun putain de droit de demander des actes de mariage pour des chambres d'hôtel. Et il est en train d'enlever, en fait, toute cette loi-là, progressivement, du code pénal du Maroc. Mais tant qu'ils essaieront de concilier le code pénal avec la tradition islamique, ils vont jamais s'en sortir.
Il faut de toute façon se défaire de cette idée de concilier. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui est moderne et quelque chose qui est archaïque. Bah, en fait, concilier, c'est pas le mot que j'aurais utilisé parce qu'ils sont pas en train de concilier. Là, en fait, il y a deux pouvoirs. Le pouvoir religieux contre le pouvoir démocratique laïque. Et vu que le pouvoir religieux se sert de la majorité du peuple, même si le peuple n'applique pas, ne comprend même pas l'islam, en fait, ils vont essayer d'attirer les émotions des gens. C'est-à-dire, ils vont dire, en fait, tu vas, par exemple, si tu fais un micro-trottoir, tu vas aller voir les gens et tu vas leur dire, qu'est-ce que tu penses des relations hors mariage? Celui qui va te répondre devant une caméra, il va te dire, non, c'est haram, c'est pas légal, etc. On doit les punir. Alors que c'est la première personne qui fornique. C'est la première personne qui va aller chercher des préservatifs à la pharmacie du Maroc et aller chercher un coin une location clandestine pour aller forniquer. Justement, cette opinion publique-là et cette autorité religieuse va se servir de cette opinion publique-là pour établir son pouvoir. Et c'est ça, c'est une bataille de valeurs entre Marocains, laïcs, démocratiques et musulmans qui privilégient l'autorité religieuse. Ok, on continue. Choukran. La choukrane, ouais. Et je vous dis ça avec mon expérience, puisque moi-même j'ai fini par être violée dans ce cadre-là par ma belle-mère qui est la première épouse de mon père. Donc je n'invente rien quand je dis que je pèse mes mots. Et je pense sincèrement que la raison pour laquelle j'ai pu être violée pendant aussi longtemps, avec autant d'indifférence... Attends, elle a dit quoi avec sa belle-mère? Mon expérience, puisque moi-même j'ai fini par être violée dans ce cadre-là par ma belle-mère qui est la première... Donc la première épouse de son père, sa belle-mère, l'avait, elle, enfant. Oh, vas-y, c'est... épouse de mon Attends, père. quoi La première épouse de son père, sa belle-mère, l'avait, elle, personnellement. Laver? Oui, elle. La laver ou laver? V, elle l'avait I-O-L. Mais... Je te le remets, regarde. Un cadre incestueux que ça favorise en fait les violences sexuelles. Et je vous dis ça avec mon expérience, puisque moi-même j'ai fini par être violée dans ce cadre-là par ma belle-mère qui est la première épouse de mon père. Donc je n'invente rien quand je dis que je pèse mes mots. Et je pense sincèrement que la raison pour laquelle j'ai pu être violée pendant aussi longtemps, avec autant d'indifférence et autant de secrets, c'est à cause de ce cadre-là. Je pense que la polygamie c'est pervers, bon je l'ai dit peut-être 1 milliard de fois depuis le début de cet épisode, mais je pense que c'est dégueulasse, mais je pense surtout que c'est dangereux. Je pense que le vice de la polygamie, c'est que très vite, les victimes, donc ces femmes-là, deviennent aussi des bourreaux et coupables. Et je vais vous raconter l'exemple de ma maman biologique, avec qui je n'ai pas pu grandir malheureusement, ma maman chérie, mais qui m'a accouchée. Quand elle a connu mon père, elle est rentrée dans... Mais c'est horrible là ce qu'elle vient de dire. Ouais. J'espère qu'elle a porté plainte, qu'elle a mené une action. À mon avis, elle a l'air solide sur ses appuis, elle fait ce qu'il faut, mais à mon avis, là, comme elle dit, elle n'a pas grandi avec sa mère, elle va nous raconter son histoire, mais j'imagine que c'est quelque chose derrière elle, dans un autre pays, dans un autre machin. Et elle en parle après coup. Et le fait qu'au début, elle a dit j'en ai beaucoup souffert, à mon avis, c'est-à-dire que c'est quelque chose quand même, elle a fait où elle fait son deuil, et elle gère. Ouais. Mais, oui. Mais putain, je m'attendais pas du tout à un truc comme ça. Non, moi, c'est pour ça que je vous ai dit l'histoire de Mimi, et je t'ai dit, ça m'étonnerait pas qu'il ait la même histoire ici. Après, je m'attendais pas que ce soit la belle-mère, tu vois. Je m'attendais à ce que ce soit un oncle. Et en plus, elle le dit, elle s'est faite V sur des années. Il y a Oufouf qui se fout de ta gueule, ça fait une demi-heure que c'est horrible ce qu'elle dit. Non mais oui. Mais là, putain, non mais c'est la goutte de trop, quoi. Bah oui, c'est la réalité. Je te jure, j'allais me lever de ma chaise et... C'est quoi, la laver ou laver? Putain, c'est horrible, là. Elle doit être vraiment... J'espère qu'elle est suivie, hein. Ah, elle est solide, hein, en tout cas. Bon, je vais pas mettre la chanson du respect toutes les 2 minutes, mais on en mettra une autre à la fin. Mais... Ouais, non, mais je comprends maintenant, ok. Dans ce fameux immeuble-là que je vous ai décrit, elle y est arrivée à l'âge de 11 ans. Et de base, ma maman, elle est venue dans cet immeuble-là. Ah! Sa mère est arrivée dans cet immeuble. Donc, c'est ce que je disais, c'est un immeuble. Ils vivent tous dans un immeuble. Et un étage par femme, ou bien une chambre par femme. Et sa mère, elle est arrivée dans l'immeuble du viol à 11 ans. Moi, je disais 14 ans, parce que je sais... Non, elle s'est faite V la première fois par son père à 11 ans, quoi.
là parce que la deuxième femme de mon père, qui était enceinte et qui avait un nourrisson, avait beaucoup de difficultés et à gérer la Donc sa mère, c'est la troisième femme. grossesse et à s'occuper de son bambin. Et du coup, ma mère, qui avait 11 ans à cette époque-là, elle est venue pour s'occuper de l'enfant. Et puis finalement, ça s'est tellement bien passé qu'on a décidé qu'on allait garder ma mère dans cette maison-là. Et du coup, ma mère, en grandissant, elle appelait mon papa tonton et elle appelait les autres femmes de mon père maman. Et un bon jour, mon père a décidé qu'il allait épouser une troisième femme. Et mon père avait déjà en tête une femme qu'il voulait épouser. Mais les deux autres femmes de mon père qu'il avait épousées à ce moment-là n'étaient pas contentes. Elles ne voulaient pas que ça se passe. Et du coup, avec quelques complots, quelques mensonges, quelques vérités déformées, etc., elles ont fait en sorte que mon père épouse ma mère, celle qui était une enfant, celle que tout le monde considérait comme une enfant de la maison. Et je vous fais l'histoire assez courte, mais finalement, mon père épouse ma mère, donc ça devient un mariage forcé. Et je suis convaincue que la raison pour laquelle les deux premières femmes de mon père ont poussé au mariage de mon père et de ma maman, c'est parce qu'à cette époque-là, quand ma mère... Je peux deviner. Vas-y. Elle est jeune, elle est naïve, elle est manipulable, logique, et donc ça va être l'esclave de ces 4 femmes. Mais c'est pour ça qu'elles l'ont de ces gardé 3 femmes. de base, parce qu'ils l'ont ramené pour s'occuper du gosse de la deuxième femme. Et quand ils se sont rendus compte Oui. que c'était un bon esclave qui disait tonton et tata, et plutôt que d'avoir une nouvelle concurrente, ils ont pris une gamine esclave. Et en plus de ça, la gamine, elle n'a pas dit son âge, mais j'imagine qu'elle l'a épousé à 11 ans aussi, parce que le bébé, à 11-12 ans, elle a été mariée. Évidemment, c'est un mariage forcé. Finalement, mon père épouse ma mère, donc ça devient un mariage forcé. Et je suis convaincue que la raison pour laquelle les deux premières femmes de mon père ont poussé au mariage de mon père et de ma maman, c'est parce qu'à cette époque-là, quand ma mère épouse mon père, eh bien, elle a 15 ans. Et à 15 ans, on n'est pas une femme. À 15 ans, on est un enfant. Et je suis persuadée que dans le cerveau de ces femmes-là, eh ben en fait, si mon père épouse une enfant, eh bien cet enfant-là ne pourra jamais être leur rival. Cet enfant-là ne pourra jamais leur faire ressentir de la jalousie, puisqu'elles connaissent cet enfant depuis qu'elle a 11 ans. Elles l'ont vu grandir, elles l'ont élevé d'une certaine façon. Et donc, c'est là où c'est vicieux. C'est que pour conserver un mariage un peu dans la paix et un mariage sans encombre, les femmes sont prêtes à faire des complots, à faire des espèces de fausses excuses pour rendre plus léger leur mariage. Et c'est ça qu'elle illustre, elles deviennent victimes et bourreaux. Parce que dans ce jeu qu'elles peuvent pas fuir, elles commencent à jouer selon les règles du jeu et à faire souffrir autrui. Et c'est ça que je trouve fou. Et donc, si la nouvelle épouse de ton mari, c'est une enfant, eh bien forcément, puisqu'il y a des écarts d'âge de 10-15 ans, eh ben, tu vas prendre l'ascendant sur cette épouse-là. Et c'est ce qui s'est passé avec ma mère. Et c'est pour ça que je suis très contente que quand elle a pu, eh ben, elle s'est enfuie de cette famille. Maintenant, passons à la deuxième partie. Et la deuxième partie, on va se focus sur les enfants. Chacune des femmes commence à faire des enfants. Et du coup, les enfants deviennent des outils. Des outils pour asseoir un pouvoir non dit vis-à-vis des autres femmes. Parce que qu'est-ce qu'un enfant dans ce système-là, si ce n'est la preuve directe que toi et ton mari, vous avez eu à un moment donné des rapports sexuels. Et donc, avoir un enfant dans une famille polygame, ça te permet d'asseoir un pouvoir, d'asseoir une autorité sur les autres femmes, mais ça te permet aussi de pouvoir susciter la jalousie d'autres femmes ou de mettre la pression à votre mari, à ton mari. Moi, par exemple, je vous ai dit, mon père est malien et sénégalais. Et chez les Maliens, quand une femme veut divorcer de son mari, eh bien, elle peut partir de la maison, mais elle ne part jamais avec son enfant. Son enfant appartient au mari, à la famille du mari, donc l'enfant, il reste et il est... L'enfant, dans l'islam, et donc là, c'est l'islam qui joue, c'est la propriété du père. Et quand je dis c'est la propriété du père, c'est pas moi qui déforme pour salir l'islam. C'est légalement la propriété du père, de la même manière qu'une table. Une table, c'est ta propriété. Et c'est ce qu'il disait Chaouch. C'est ma propriété, c'est-à-dire c'est une possession légale du père. Et c'est pour ça que tout à l'heure, Agnoslim, il disait l'enfant a l'walad l'el-firash. L'enfant appartient à la couche. Comme l'enfant a été fait dans le lit du mari, il appartient au mari, il n'appartient pas à la mère. Et donc tu peux partir, mais il garde tes gosses. Et c'est d'ailleurs un moyen de pression. Beaucoup de maris disent, si tu me divorces, tu ne reverras plus jamais tes gosses. Parce que le droit est de son côté. Et du coup, il peut priver une mère de ses enfants si elle refuse d'être l'esclave du mari. Élevé par soit la famille du mari, ou soit on place l'enfant dans lui. Et juste pour rajouter quelque chose, c'est que le fils est la propriété du père, la femme aussi est la propriété du père, oui. Parce que la définition d'un mariage dans l'islam sunnite, c'est un acte de propriété, acte de tamalluk. C'est-à-dire que quand tu épouses une femme, c'est comme si tu l'achètes, comme tu achètes une table, comme si tu fais un acte avec une table. C'est ça. C'est exactement, tu l'achètes à son père. Ouais. Oui, c'est un contrat d'achat et de transmission de la femme vers un nouveau propriétaire.
une des familles d'une des épouses. Et c'est pour ça que moi j'ai pas grandi avec ma maman biologique. Et bien je peux vous assurer que parce que j'étais l'enfant de cette autre femme qui n'est plus là, parce que je n'avais pas ma maman à côté de moi et que mon père faisait 1 milliard de choses dans la journée mais jamais l'attention sur son enfant qui est moi, et bien ça a permis que je vive des... Ah, donc sa mère s'est enfuie, elle a laissé les enfants avec, et du coup, elle a grandi dans une famille où elle avait plus vraiment de mère. C'était une enfant abandonnée qui appartenait au père et à la famille du père, ok. violences pas possibles. Et ça a permis à certaines femmes de mon père de me traiter comme leur défouloir. Notamment sa première épouse, qui est celle avec qui j'ai grandi, qui elle a fini par me violer, qui a fini par me tabasser, par me maltraiter, par me faire tout type de sévices qui sont beaucoup trop même violents, je pense, pour pouvoir les raconter comme ça face caméra sans choquer ou sans mettre vraiment un -18 en bas de la vidéo. Et je ne peux pas vous dire pourquoi ma belle-mère, qui est la première épouse de mon père, m'a violée. Je peux pas vous dire pourquoi elle m'a maltraitée. Mais je pense qu'au-delà du fait que ce soit une femme qui soit pédocriminelle, qu'elle est folle et qu'elle est profondément mauvaise, je pense aussi que à chaque fois qu'elle a pu abuser sexuellement de moi, à chaque fois qu'elle a pu me frapper ou être méchante avec moi et me traumatiser, eh bien c'est à chaque fois qu'elle a pu déverser sur moi toute la colère qu'elle a pu ressentir envers ma mère, qui à un moment donné, la pauvre, a été sa rivale. Et je pense aussi qu'en étant aussi violente et aussi mauvaise avec moi qui suis l'enfant de l'autre épouse, eh ben je pense qu'elle a pu décharger toute la colère, la haine et les non-dits qu'il y a eu entre elle et mon père. Et c'est pour ça que je suis aussi radicale envers la polygamie. Et c'est pour ça que je pense que ça ne fait jamais de bien. Ce qui est intéressant aussi avec la polygamie, c'est qu'il y a un système de hiérarchie. On parle de première, deuxième, troisième, quatrième. Et très souvent, ce qu'on va entendre des musulmans qui vont défendre ça, parce qu'ils défendent pas la polygamie parce qu'ils y croient, hein. Et même en entendant ça, ils vont dire c'est horrible. Ce que tu as vécu, c'est pas l'islam. Ce que tu as vécu, c'est ton père et ta belle-mère qui sont fous, qui sont pas des bons musulmans. Et ils vont toujours dédouaner le système pour le remettre sur une cause individuelle. Et ça permet de perpétuer le système sans donner envie aux gens que ça change. Alors que dans un monde sain, quand il y a un système qui amène à une injustice, on repense le système en entier. Peu importe que ce soit qu'une seule injustice. Femme, et en fait c'est par ordre d'arrivée. La première femme, c'est la première épouse que mon père a épousée, la deuxième, c'est la deuxième épouse qu'il a épousée, ainsi de suite. Ah bah tiens, Chana, sur ta photo, c'est ton premier, deuxième, troisième ou quatrième époux? Ah, elle a dû partir. Ainsi de suite. Et la hiérarchie, elle est très visible au quotidien. La première femme, par exemple, c'est celle que mon père va emmener dans les événements officiels. C'est celle que tout le monde connaît, c'est celle qui est reconnue. Mais la première femme aussi, en tant que première femme, du coup, son rôle, ça va être, par exemple, à chaque début de mois, mon père va lui remettre une somme d'argent, et en fait, c'est à cette femme-là de départager l'argent entre toutes les femmes, et tous les besoins de toutes les femmes. Et je trouve que c'est très... Vous voyez déjà ce système mafieux où en fait, l'argent et l'argent de poche que tu reçois, et qui te permet de vivre et de faire vivre tes enfants, il va être dépendant de ta relation à la première épouse. C'est très humiliant et c'est très méchant parce que les autres femmes... C'est-à-dire qu'il ne va même pas donner l'argent lui-même à ses femmes. Il va laisser une femme gérer selon ses caprices le pognon des autres. Se retrouve infantilisée par une femme qui est normalement censée être sur un même pied d'égalité. Et pourtant, on met quand même une femme au-dessus de toutes les autres. Imaginez une seule seconde si vous avez osé froisser la première femme. Imaginez une seule seconde si la première femme ne vous aime pas. Eh bien, ça devient quelque chose, vu que c'est elle qui a le pouvoir, puisque c'est elle qui a l'ancienneté et c'est elle qui gère un peu la maison, puisque le père, on considère que, le mari plutôt, on considère que lui, il gère les finances, l'argent, et puis c'est la première épouse qui va vraiment gérer l'harmonie dans la maison. Et en fait, ça crée des non-dits, ça crée de la peur, ça crée des équipes qui se fusionnent, des femmes qui se fusionnent entre elles pour faire du mal à un tel, parce qu'en fait, machin, etc. C'est très dangereux. Mon père, il a épousé au total, je pense, tout au long de sa vie, 6 ou 7 femmes. Et de ces 6 ou 7 femmes, sont venues au monde, 26 ou 27 enfants. Je crois qu'on est 26 ou 27. J'ai donc 26 ou 25, je sais pas, mais j'ai donc 26 ou 25 demi-frères et sœurs. Et moi, je suis la seule que mon père a eue avec ma mère, et j'ai envie de vous dire, Dieu merci, quand tu es un enfant et que tu es issu d'une famille polygame comme la mienne, tu deviens très vite le représentant de ta mère. Ça veut dire que tu portes la douleur de ta mère. C'est-à-dire sa mère, elle a eu un gosse, elle a été V à 15 ans, un gosse, elle a dit c'est bon, je me barre, quoi. Tu portes sa joie, tu portes ses victoires, mais tu portes aussi sa rivalité. Mais comme tu es un enfant, tu ne peux pas être en rivalité avec les autres femmes, non. Donc tu vas t'attaquer à ceux qui ont ton âge, donc tes demi-frères et sœurs. C'est de là, je pense, que naît la jalousie, la concurrence, la méchanceté entre les demi-frères et sœurs. Imaginez, vous avez rien demandé. Vous êtes un enfant, une enfant. Vous devez porter, par loyauté, par amour, je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez, vous devez porter la rivalité de votre mère.
la colère de votre mère, la tristesse de votre mère. Vous voyez peut-être que parfois votre père est injuste envers votre mère alors qu'il est juste envers la mère des autres enfants. Et donc pour moi ça vient un peu semer et arroser la graine du mal dans le cœur des enfants. Je pense que si vous parlez avec mon père il vous dira on est une seule et même famille. Mais la réalité c'est qu'on n'a jamais été une seule et même famille. En fait on est une famille divisée en plusieurs clans. Telle femme avec ses enfants c'est l'équipe rouge, l'autre femme avec ses enfants c'est l'équipe bleue. Et en fait on cohabite tous sous le même nom de famille mais il n'y a aucune réelle solidarité parce que malheureusement je pense que les enfants portent beaucoup trop la rivalité de leur mère. Bah oui, en fait, tu peux pas être solidaire en tant qu'une seule et même famille quand la solidarité nuit à tes intérêts personnels. C'est-à-dire qu'ils n'y gagnent rien à être solidaires, ils sont perdantes ces femmes. Vu qu'à la base, elles voulaient pas être solidaires, elles voulaient pas avec ces autres femmes, elles sont en train de composer avec. Et donc ce qui fait que tu ne peux même pas, en toute âme et conscience, confier des secrets à ton demi-frère ou à ta demi-sœur. Parce que tu ne sais jamais ce qui sera utilisé pour nourrir une guerre entre les épouses. Et surtout, c'est une compétition constante entre celui ou celle qui va accaparer l'attention du père. Les femmes se battent pour obtenir l'amour et l'attention. Le mec, il se voit totalement comme un dieu où tout le monde se bat pour son attention. Tout le monde se bat pour... et lui, il prend du plaisir. C'est pour ça qu'il est content d'avoir 4 femmes. Alors c'est un monde merveilleux pour lui. Du mari. Et les enfants se battent pour obtenir l'amour et l'attention d'un père. Et c'est très violent. Et c'est aussi très dangereux. Et c'est pour ça que, en fait, parfois, tu vas voir que tel enfant va mentir sur telle épouse qui n'a rien fait. Mais l'enfant va mentir parce que du coup, ça va créer une dispute. Et dans cette dispute-là, ta mère, elle aura un argument, même s'il est faux. Elle aura un argument pour pouvoir crier sur une autre femme. Et je vous dis cet exemple-là, et cet exemple, c'est vrai. Parce que je me souviens qu'un jour, la belle-mère qui m'a élevée m'avait demandé de mentir au sujet de la 3e épouse, juste pour créer une dispute, juste pour faire une espèce de réunion familiale dans laquelle la pauvre 3e épouse s'est fait crier dessus, quoi, alors qu'elle n'avait vraiment rien fait. Mais à cette époque-là, tu le fais par loyauté, par amour, et en plus moi en même temps je me faisais violer, donc je le fais aussi par soumission, par je ne sais pas quoi, donc c'est très malsain, c'est très bizarre, c'est très dangereux, et ça fait partie des côtés de la polygamie qui sont pourtant très courants, mais que personne ne veut jamais aborder. Tout ça, toute cette atmosphère fait... Bah oui, parce que quand on aborde la polygamie, c'est non, mais il faut être juste envers ces 4 femmes, il faut avoir les moyens d'avoir 4 femmes. Non, c'est... Mais quand je dis la polygamie c'est une immondice, à Stilouche, il comprend pas, il veut même pas comprendre, il veut même pas entendre ce que je dis. Pour lui, si la polygamie marche bien, c'est que l'islam a fait un bon système qui rend service aux femmes. Et si la polygamie marche mal, c'est que c'est un être humain qui n'est pas un bon musulman, qui pratique mal l'islam, qui est injuste. Il ne comprend pas que le système en soi de polygamie est nuisible. Fait qu'il y a une ambiance de méfiance entre chacun des enfants. Du coup, quand tu es un enfant issu... Je pense que je vais m'arrêter là, à la moitié, on fait l'autre moitié demain. Je suis un peu fatigué pour ce soir et de toute façon demain on live.